soyez les bienvenus dans le débat de France 24. Nous marquons ce mardi 2 novembre une journée bien particulière dans le monde de la presse libre. Des journalistes encore partout dans le monde sont victimes de crimes. Depuis janvier dernier, 35 reporters ont été tués, la plupart dans des pays en paix. Rarement, les auteurs de ces violences sont identifiés, jugés et condamnés. C'est cette impunité qui est aujourd'hui plus que jamais dénoncée. Nous allons aussi tenter de comprendre, de mieux comprendre, autant que faire se peut, pourquoi la profession est aussi souvent prise pour cible. Avec nous aujourd'hui sur ce plateau, Anderson Michel. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau de France 24. Vous êtes originaire d'Haïti, vous êtes un confrère, journaliste également. Vous avez trouvé refuge en France en 2019. Vous résidez à la Maison des journalistes. Je précise pour nos téléspectateurs que la Maison des journalistes accueille et accompagne les reporters en exil depuis 2002. On salue évidemment leur travail et leur mission. À ma droite, Didier François, bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'être là également, ancien grand reporter européen et Libération. Didier François, vous avez été retenu en otage en Syrie, c'était en 2013. On reviendra également sur votre précieux témoignage en direct avec nous depuis Bamako. Boubacar Sidiki Aïdara, bonsoir à vous. Vous êtes rédacteur en chef du Journal du Mali. Vous avez travaillé aux côtés d'Olivier Dubois, notre confrère de Libération, enlevé il y a 7 mois maintenant. On pense également à lui. On va revenir effectivement aussi sur sa situation à lui. Et puis Robert Mahoni, bonsoir à vous. Vous intervenez depuis New York. Vous êtes le directeur exécutif adjoint du CPJ, le comité de protection des journalistes. Alors je précise qu'avec RSF et un autre organe, Free Press Unlimited, vous avez été à l'origine de ce projet, de la création de ce tribunal des peuples à La Haye pour rendre justice aux journalistes assassinés. On va y revenir plus en détail tout à l'heure, évidemment, dans ce débat. N'hésitez surtout pas, même si vous êtes à distance, tous les deux, d'intervenir à tout moment. Et puis vous, téléspectateurs, parce que c'est aussi votre débat. Et n'hésitez pas à réagir. Vous allez avoir le hashtag qui s'affiche sur vos écrans, hashtag France24 ou sur notre site france24.com. On sera évidemment heureux de recueillir vos témoignages et vos réactions. Également, je vous propose dans un premier temps un mot, évidemment, au sujet de nos confrères Claude Verlon et Ghislaine Dupont, parce que cette journée internationale, elle leur est dédiée. Ils étaient en reportage à Kidal, dans le nord du Mali, en novembre 2013, lorsqu'ils sont enlevés et assassinés par des hommes d'Al-Qaïda. Alors, l'enquête avance, mais de nombreuses zones d'ombre subsistent toujours. Je vous propose d'écouter le journaliste Antoine Glaser. Il est le vice-président de l'association Les Amis de Ghislaine Dupont. Et Claude Verlon, il répondait à Soufiane Ouanès. On l'écoute et on se reparle juste après. On voudrait vraiment savoir pourquoi nos amis et confrères ont été assassinés, pourquoi est-ce que, comment ça s'est passé, et là on voulait savoir est-ce qu'il n'y a pas eu une intervention de l'armée française qui a provoqué la panique en fait de leurs ravisseurs. On n'a jamais vu comme ça une prise d'otage qui se termine aussi rapidement en quelques minutes en assassinat. Et donc on va vraiment savoir la vérité sur les raisons pourquoi est-ce qu'ils ont été tués par leurs ravisseurs. Voilà, énormément de questions évidemment autour de la disparition de Claude Verlon et Ghislaine Dupont. Didier François, ils ont été enlevés et exécutés, assassinés très rapidement, aussitôt, sans même de prise d'otage, sans de revendication quelconque. L'enquête se poursuit, mais on ne sait toujours pas pourquoi la vie de nos confrères a été prise ce jour-là. Alors, malheureusement, quand on est enlevé par des groupes de cette nature-là, la responsabilité est quand même, avant tout, il ne faut jamais l'oublier, le fait de ceux qui nous enlèvent, qui ont décidé de nous priver de notre liberté, sachant parfaitement qu'on était journalistes. De la même manière, ceux qui exécutent leurs otages sont responsables de ce qu'ils font. Moi, il faut faire attention de ne pas inverser non plus l'accusation et la responsabilité. C'est-à-dire, par rapport à ceux qui pointeraient du doigt une prise de risque éventuelle parce qu'on va sur un terrain miné, dangereux, alors, c'est ce à quoi vous faites allusion ? Ça, mais enfin... D'abord, c'est notre travail, malheureusement, d'aller sur les terrains minés et dangereux, parce que si nous n'y allons pas et que nous ne voyons pas ce qui s'y passe pour en rendre compte, eh bien alors on met l'ensemble de nos téléspectateurs, de nos auditeurs, de nos lecteurs, dans cette espèce de brouillard que justement veulent entretenir les gens qui déclenchent les guerres ou qui en profitent ou les organisations terroristes qui veulent justement
terrorisés, empêchés de penser, de savoir, de voir. Et donc, qui enquêterait sur la corruption, les détournements, les trafics de drogue si des journalistes ne prenaient pas ce risque? Donc, alors, après, je comprends. Donc, on a quand même un devoir moral quand on s'engage dans ce métier de prendre un certain nombre de risques. Après, comme toute chose, il faut savoir tenter de calculer son risque. C'est-à-dire le risque zéro n'existe pas, donc on l'assume. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas non plus être totalement irresponsable et aller se jeter dans la gueule du loup. Donc c'est à nous d'essayer de calculer, d'écouter ce qu'on nous dit, ce que peuvent nous dire à un moment donné les ambassades, les acteurs locaux qui, eux, en général, connaissent très bien le terrain, etc. etc. Mais voilà, il n'y a pas de garantie. Donc c'est effectivement un métier parfois à risque. Boubacar Sidiki Aïdara, vous avez travaillé aux côtés de notre confrère Olivier Dubois qui a lui-même été enlevé au Mali il y a 7 mois maintenant. Lui aussi est un journaliste chevronné. Il savait là où il se rendait puisqu'il était en reportage dans cette même région. Et lui non plus, on ne sait pas finalement à ce jour pourquoi est-ce qu'il a été enlevé. Oui, tout à fait. Nous n'avons pas encore d'informations précises là-dessus. Comme vous l'avez si bien souligné, c'est un journaliste qui connaît très bien et connaît déjà très bien le Mali et connaît le terrain, il connaît les acteurs locaux, puisqu'il discute avec plusieurs d'entre eux et ce n'est pas la première fois qu'il se rendait au nord du pays. Et même avant de se rendre à Gao, là où il a été enlevé, il s'était rendu dans le centre à Mopti pour faire un reportage, vraiment un reportage très près de la confrérie d'Ozo que nous avons ici aujourd'hui, qu'on appelle Dana Ambassakou. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le terrain et moi je pense que il avait aussi préparé son voyage. Ça, je n'en doute absolument pas. Je pense qu'il avait véritablement bien préparé son voyage, mais comme le rappelait, c'est un métier à risque et nous sommes surtout au Mali, c'est un terrain qui est très miné où la situation sécuritaire est extrêmement compliquée. Et nous regrettons le fait qu'il ait été enlevé et nous espérons qu'il sera très bientôt libéré. Et est-ce que vous avez vous-même, Boubacar Sidiki Aïdara, changé votre manière d'exercer le métier? Il y a eu un changement, c'est indéniable, parce que nous n'avons plus cette liberté-là que nous avions avant de pouvoir nous déplacer dans certaines régions du pays, dans le nord, dans le centre, où il y a plusieurs de ces groupes, plusieurs de ces entités-là, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les groupes terroristes aussi. Il nous faut faire une véritable cartographie de la situation actuellement. Au-delà des groupes terroristes, on a beaucoup de groupes armés qui ne sont pas forcément identifiés aujourd'hui, donc c'est très difficile. Donc maintenant, le travail, c'est surtout, on le fait au téléphone, donc on appelle les différents acteurs, les acteurs locaux, ceux qui sont les témoins, mais là aussi, il y a le revers de la médaille parce que c'est compliqué de recouper les informations et de savoir où se situe véritablement la vérité. Et on le fait aussi, on a toujours ce sentiment-là un petit bout d'inachevé de ne pas pouvoir aller sur place nous-mêmes pour pouvoir investiguer sur les lieux. Ce n'est pas très évident. On peut aller sur place, notamment lorsqu'on se fait accompagner par des forces de défense et de sécurité, mais ce n'est pas la même chose non plus. On n'a pas cette liberté-là dans notre mouvement, dans ces différents cas-là. Anderson, Michel, vous retrouvez un petit peu dans le témoignage de Boubacar Sidiki Aïdara de devoir... Vous avez quitté Haïti parce que vous vous sentiez clairement menacé, vos jours étaient comptés, mais vous vous retrouvez dans ce témoignage de ne plus pouvoir exercer le métier comme il faudrait, puis de devoir tout laisser tomber du jour au lendemain et fuir pour préserver sa vie. Donc c'est là tout l'enjeu de la liberté de la presse. Donc comme je le dis souvent, en Haïti, on a ce problème-là dès qu'un journaliste commence à faire correctement son travail, qui est le travail d'informer la population. Et ça veut dire d'être critique aussi vis-à-vis des autorités en place, parce que c'est ce qui vous a poussé à l'exil, finalement. Justement, donc il y a toujours... En fait, vous devenez automatiquement une cible une fois que vous prenez cette position-là de critiquer, de dire ce qui se passe, tout simplement d'informer. Donc, c'est là tout l'enjeu. Donc, du coup... Il y a eu un événement déclencheur dans votre cas en particulier,
papier que vous avez signé qui n'aurait pas dû être... En fait, c'est des sujets que j'ai traités auparavant, donc, dont la corruption et aussi le fonds Petro-Caribé, qui est une somme d'environ de 4 milliards de dollars que le gouvernement vénézuélien a prêté à Haïti sous forme de barils de pétrole. J'ai parlé des sujets assez sensibles, comme des massacres qu'il y a eu en Haïti, plusieurs massacres, dont le massacre à La Saline, où il y a eu plusieurs personnes qui ont été tuées et violées aussi, plus de 70 personnes. Et il y a même des rapports qui ont été dressés, dont un rapport de l'ONU qui parle de massacre d'État, donc massacre qui a été organisé par le pouvoir en place. Et du coup, j'arrêtais pas de revenir sur ces sujets-là. Du coup, ça fait de moi une cible. Tel est le cas de nombreux journalistes en Haïti aujourd'hui qui se cachent juste parce qu'ils ont décidé d'informer la population, de dire ce qui se passe. Et du coup, ils attaquent, selon les politiques, à leur intérêt, aussi certains hommes d'affaires donc, qui sont concernés par ces sujets-là. Robert Mahoney, vous êtes en direct avec nous depuis New York. C'est assez désolant d'entendre le témoignage de Boubacar Sidi Kaïdara ou celui d'Anderson Michel, où on a l'impression finalement que pour continuer de faire son métier comme on doit le faire, avec la rigueur et l'éthique qui s'impose, de devoir ou finalement contourner certains obstacles ou être exfiltré, quitter son pays et tenter de résister depuis l'étranger. Je vous interroge, vous qui êtes membre de ce comité, qui agit dans la protection de ces reporters. Oui, justement, nous vivions à une époque d'autoritarisme et de danger pour les journalistes. Si je peux dire, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Et le fait, c'est que, il y a depuis 30 ans, 1400 journalistes ont été assassinés et les assassins sont toujours en liberté. C'est ça ce qu'on appelle l'impunité. Et pour nous, l'impunité, ça mène au silence et à l'autocensure de la part des journalistes. C'est un vrai problème. Vous vous êtes retrouvé à devoir vous autocensurer, Anderson Michel ? Du coup, oui, justement, c'est ça. Donc, dès qu'on arrive à un moment où on peut... En fait, on sait vraiment le risque qu'on va prendre en essayant d'informer la population. On sait vraiment le danger qui va planer sur notre vie et celle de notre famille. Donc, automatiquement, c'est de l'autocensure. C'est accepter, voilà, le fait qu'on est prêt à risquer nos vies et celle de nos proches pour informer la population, tout simplement. Alors, le Nobel de la paix a été cette année attribué à 2 journalistes, la Philippine Maria Ressa et le Russe Dmitri Muratov. Je vous propose dans un second temps d'écouter justement un extrait de la déclaration de Maria Ressa. Elle réagissait à cette annonce et elle disait avoir besoin d'aide sur le fond. Il est tellement difficile et dangereux d'être journaliste aujourd'hui. On va l'écouter et je vais vous faire réagir, Didier François. C'est vraiment pour tous les journalistes du monde entier. Nous avons vraiment besoin d'aide sur tous les fronts. Il est tellement plus difficile et dangereux d'être un journaliste aujourd'hui. Voilà ce constat qu'elle fait elle-même. Alors il y a 2 choses. Il y a la reconnaissance du métier à travers ce prix, mais aussi est-ce que ce prix, selon vous, il protège désormais, ou en tout cas ces 2 journalistes récompensés? On aimerait. Ouais. Dans le cas propre de Maria Ressa, qui a quand même, qui à plusieurs reprises, qui s'est dressée à plusieurs reprises contre le président Duterte ou Muratov. Sur la question de la drogue, entre autres sur la lutte contre la drogue. Voilà. Mais Dimitri Muratov aussi et ses camarades de Novaya Gazeta ont été d'un courage absolu. Ils ont quand même perdu 6 journalistes, ce journal. Commencé par... et ils l'ont dédié à ces journalistes assassinés, d'ailleurs, ce prix. Ouais. Donc, est-ce qu'il peut protéger? Parce qu'à partir du moment où il y a un coup de projecteur sur ces 2 personnalités-là, pas sur l'ensemble du métier malheureusement, mais sur ces 2 personnalités-là. En tout cas, c'est important de le dire et c'est important de le faire savoir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est notre travail d'informer et que c'est la seule chose qu'on puisse faire. Après, de toute façon, on va pas se taire, sinon ils auraient gagné. C'est-à-dire que ce soit les pouvoirs ou les groupes ou les personnes qui ne veulent pas qu'on... C'est ça, parce qu'il y a les régimes autoritaires, il y a les organisations mafieuses et puis il y a les groupes terroristes, oui. En fait, il y a 3 grands cas où on est vraiment en danger. Il y a dans le journalisme d'investigation, dès qu'on commence à travailler sur les questions de corruption, et particulièrement dans les régimes un peu difficiles, c'est le cas d'Anderson, c'est extrêmement dangereux. Le trafic de drogue, au Mexique, c'est une horreur.
il y a une cinquantaine de journalistes qui ont été tués sur les 6 dernières années par les trafiquants de drogue. Voilà, là aussi, on sait qu'on touche à quelque chose qui est extrêmement dur. Et puis, dans les conflits, aujourd'hui, de plus en plus, les journalistes, donc pour les reporters de guerre, il y a les risques du métier. Bon, j'ai été blessé, c'est normal, on va dans les combats, on sait ce qu'on prend. Mais il y a aussi le fait que de plus en plus, l'enjeu de l'information devient un objectif militaire. Que ce soit pour un certain nombre de groupes armés, que ce soit pour des groupes terroristes ou pour des États. Quand on voit se développer des théories de la guerre informationnelle, guerre de désinformation, la guerre sans limite par les Chinois, etc. On voit bien la question des petits hommes verts au moment de l'Ukraine. On voit bien qu'aujourd'hui, les journalistes et l'information sont au centre des stratégies des groupes armés. Et donc, on est pris pour cible en tant que tel, parce que c'est un enjeu, de la même manière aussi que les ONG le sont, parce que distribuer de la nourriture ou donner des soins dans une zone de guerre où tout manque, c'est une source de pouvoir. Et donc, en fait, c'est ça qui rend les choses dangereuses. Alors, c'est bien de le dire, c'est bien de le savoir, c'est bien d'essayer de se mobiliser, c'est bien d'essayer d'avoir un cadre international pour le juger, parce que l'impunité est terrible. Après, est-ce que ça nous protège vraiment sur le terrain ? Malheureusement, pas tant que ça. Alors, mais bon, mais il faut le faire. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de le faire. Il y a cette impunité justement que vous dénoncez. Alors, il y a différents exemples, mais pour revenir au Mexique, des journalistes assassinés dans leur propre pays, ils n'étaient pas en zone de guerre, ils n'étaient pas à l'étranger, ils ont été assassinés dans leur propre pays. Le bilan est terrible. Et puis, on a eu à l'instant un classement de ces États où la vie des journalistes est terriblement menacée. Voilà, la Somalie notamment en tête, le Mexique ensuite. Est-ce qu'il n'y a pas aussi là des États faillis ? À partir du moment où vous avez des journalistes exécutés, ciblés comme ça, assassinés, et que finalement on n'arrive pas à empêcher ces crimes, il y a un problème au niveau des autorités de ces pays. Est-ce qu'il y a une complicité présupposée ? Est-ce qu'il y a juste un aveu d'échec ? Ils ne peuvent rien et c'est l'impuissance ? Alors, je pense que Anderson a des choses à dire aussi là-dessus. Il y a évidemment, il y a une partie de la corruption qui fait que des parties de l'appareil d'État et de l'appareil de répression sont liées avec des groupes mafieux. Donc typiquement, c'est le cas au Mexique, et je pense que tu en parleras sur Haïti. Ça, c'est un vrai problème, puisqu'il y a des liens entre les États autoritaires et les groupes mafieux. Après, attention, sur les États faillis, donc c'est totalement vrai. N'oublions pas qu'il y a aussi dans nos États à nous, qui ne sont pas faillis et qui sont démocratiques, etc., de plus en plus d'attaques et de remises en cause du débat démocratique et du droit d'informer. Et la loi sécurité globale, il y a quelques mois, et puis l'état d'esprit. Le rejet du journalisme, le fait de ne plus accepter l'échange, les fake news, le fait de dire qu'il y a des vérités alternatives et que finalement tout ça est très bien et que tout ça est la même chose, le fait de ne plus vouloir s'en tenir au fait, de ne plus reconnaître le fait comme quelque chose qui pourrait trancher un débat. Donc même si certains médias se mobilisent pour tenter de déconstruire justement ces désinformations. Il faut faire ce travail, mais c'est un véritable travail. Je pense que le mouvement est général. Alors évidemment, ça va beaucoup plus loin dans les États faillis, parce que ça va jusqu'à la mort des journalistes, mais on voit bien que ça commence aussi à s'éroder, y compris dans nos pays à nous. Donc attention de ne pas toujours voir dans l'autre. Absolument, et on va y revenir. Mais vous faites bien d'évoquer aussi cette piste-là, Didier François, parce qu'on va y revenir juste après la pause. On s'arrête un court instant et on se retrouve. Soyez les bienvenus dans cette deuxième partie du débat. Nous le consacrons à cette journée mondiale pour en finir avec l'impunité des crimes contre les journalistes et parce que c'est important de le rappeler, celles et ceux qui risquent leur vie pour ce métier doivent être honorés, si je peux dire, au moins en cette journée. À nos côtés, une nouvelle fois Didier François, rebonsoir, Anderson Michel et puis Boubacar Sidiki Aïdarka en direct depuis Bamako. Robert Mahoney, vous intervenez depuis New York. Robert Mahoney, je vais vous donner la parole parce que Didier François tout à l'heure revenait sur ces États faillis, parfois même finalement des complicités établies avec des groupes mafieux autour des enlèvements et des assassinats de ces journalistes. Vous, au sein du CPJ, vous avez lancé cette initiative, ce tribunal des peuples à La Haye avec RSF et notamment avec Free Press Unlimited. Finalement, vous vous substituez en quelque sorte aux États qui ne remplissent pas leur rôle, qui ne se mobilisent pas peut-être davantage pour tenter d'obtenir la vérité après l'exécution, l'assassinat de leurs journalistes. Oui, effectivement, on essaie de faire le travail que les États eux-mêmes n'ont pas fait, c'est-à-dire que nous essayons de regrouper des preuves qui sont juridiquement recevables
dans le cas des assassinats des journalistes est de sensibiliser le public dans un tribunal du peuple à La Haye, où il y aura des procureurs et des témoins. Nous commençons avec 3 cas de journalistes du Sri Lanka, de la Syrie, et nous essayons de faire en sorte que le public prennent conscience des risques que prennent les journalistes quand ils essaient d'enquêter sur la corruption, le détournement de fonds et les autres crimes commis par les États, que les États soient faillis ou pas. Alors, vous avez plusieurs témoins appelés à livrer leur récit, notamment la compagne de Jamal Khashoggi, Hatice Cengiz, qui va se présenter et qui a aussi apporté son témoignage. Le fils de la journaliste maltaise Daphne Galizia, on se souvient effectivement de son assassinat. Sa voiture avait explosé tout près de son domicile. Mais concrètement, comment est-ce que vous arrivez à collecter ces informations sur ces mêmes scènes de crime où les autorités de ces États-là, j'imagine, ne vous facilitent pas du tout ce travail d'investigation? Oui, justement, mais nous sommes des journalistes et on fait le travail de journaliste et essaie d'utiliser les outils du journalisme, c'est-à-dire le reportage et les enquêtes pour mettre en jour l'injustice, parce que on ne peut pas ne rien faire. Il y a, comme j'ai déjà dit, 1800 journalistes qui ont été assassinés dans les dernières 30 années, et dans 8 cas sur 10, les tueurs ne sont pas appréhendés. C'est-à-dire qu'il y a très peu de justice pour les familles et pour les collègues. Et est-ce qu'il y aura justice, par exemple, pour Hatice Cengiz, la fiancée de Jamal Khashoggi, ou les autres témoins qui sont à La Haye aujourd'hui? Je le doute, mais on est quand même, on a l'obligation de faire quelque chose. Bien sûr, et une fois que ces preuves, ces éléments, Robert Maouni, sont compilés, vous rédigez un rapport, vous en faites quoi ensuite de toutes ces informations? À qui vous les transmettez? On les transmet au public en général, au gouvernement, que nous tenons responsable du meurtre. Et on essaie, si vous voulez, c'est une forme de juridiction d'opinion. Il faut mobiliser l'opinion publique. C'est le seul moyen qui nous reste. C'est le seul moyen qui nous reste finalement de mobiliser, de continuer à faire du bruit et puis d'attirer l'attention sur le cas de ces journalistes assassinés et exécutés. C'est notre travail déjà, Voilà. c'est de sensibiliser les gens sur ce qui se passe réellement, sur vraiment l'enjeu de la liberté de la presse. Et pour faire pression, j'entends, pour faire pression sur ceux qui nous dirigent en premier lieu. Justement, l'idée c'est ça, parce qu'on n'a que ça comme arme, c'est de sensibiliser, de faire pression pour voir s'il peut y avoir vraiment évolution ou amélioration par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à tous ces crimes qui à travers le monde qui ont été commis à l'encontre des journalistes. Et les attentes des familles sont effectivement pressantes. Didier François, vous avez connu Jim Foley. Nos correspondants à Washington ont rencontré sa mère et lui ont donné la parole. Je propose d'écouter son témoignage. Jim died for what he thought was the truth, what was important. He felt it was a job that needed to be done. He was single. He felt he could do it, and he loved it. He loved hearing what was going on and then writing the story, capturing the images to bring back to the world, becoming ever more dangerous to be a journalist, whether in this country or throughout the world. And I think that is mostly because there's so much misinformation, disinformation now, that it's harder for the truth to come out unless we hold people accountable for those who attack, kill, torture journalists. There's no protection for them. Voilà, Jim Foley a donc été enlevé et exécuté par le groupe État islamique en Syrie. Jim est mort au nom de la vérité. Voilà ce que disait sa mère. Vous l'avez
connu. On était en détenus ensemble et on a été détenus ensemble pendant 10 mois et demi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Diane, sa mère, est aussi forte que Jim l'était, parce que c'était vraiment un journaliste formidable et un homme d'une très grande force. Il y a d'ailleurs, donc il a été exécuté, égorgé par Mohamed Emouazi, qui était dit Jihadi John, qui était un des exécuteurs des bases œuvres de l'État islamique en Syrie, d'origine britannique. Deux des geôliers que nous avions, qui étaient des tortionnaires, vont d'ailleurs passer en procès aux États-Unis au mois de janvier, ce qui est intéressant. Absolument, c'est assez rare. Et donc là, pour le coup, la communauté internationale, ils ont été capturés dans les zones kurdes du nord de la Syrie. Après des accords internationaux, ils ont été transférés aux États-Unis. Il va y avoir un procès, ce qui est important pour Diane, pour les familles, parce que pour les familles, c'est absolument terrible. Et puis surtout, c'est la preuve que l'on peut faire quelque chose. Et je suis tout à fait d'accord avec Robert. Il faut faire avec les armes qu'on a, c'est-à-dire les armes du journalisme, l'investigation, la recherche. On vérifie, puis on publie. Mais on ne peut pas faire autre chose. Mais on le fera, et on le fera jusqu'au bout. Parce que arrêter de faire ça, encore une fois, ça serait capituler. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse, on ne le fera pas. Voilà. Vous reveniez justement à l'instant sur le transfert de 2 suspects dans le cadre de l'assassinat de Jim Foley. La précédente administration américaine s'était énormément mobilisée justement autour de son sort, autour également d'Austin Tice, qui est toujours détenu en Syrie au moment où l'on se parle. D'ailleurs, on a effectivement le témoignage de sa mère recueilli également par Mathieu Mabin et Fanny Allard. On va l'écouter et puis on se reparle. Finalement, ce témoignage peut-être arrivera dans un second temps. Austin Tice, je le disais, donc toujours détenu en Syrie. Didier François, il y a là 2 choses. L'administration américaine qui se mobilise donc pour tenter de faire la lumière sur le sort de ces journalistes retenus en otage ou exécutés. Et puis il y a aussi le cas de Julian Assange. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de traitement à 2 vitesses? Julian Assange qui a aussi finalement fait le travail de journaliste en alertant sur certaines affaires, notamment des interventions américaines en Irak. Et pourtant, lui, les États-Unis s'attachent à le faire extrader pour pouvoir le juger sur le sol américain. Est-ce qu'il n'y a pas là un 2 poids 2 mesures? Alors c'est ce qu'en tout cas disent les défenseurs de Julian Assange. Le gouvernement américain lui met en avant le fait qu'il a publié, sans être vraiment journaliste, des documents déclassifiés, enfin qui n'étaient pas déclassifiés justement. Secrets à l'époque, voilà. Donc oui, non, ça c'est un vrai. Après, c'est encore une fois, c'est la seule chose qui est importante, à mon sens, la chose qui est vraiment importante, c'est dans quelle mesure on peut donner au public des éléments qui leur permettent ensuite de débattre et de prendre leurs décisions. C'est ça notre boulot. Voilà. Et alors, on ne doit pas le faire n'importe comment, on ne doit pas le faire hors du cadre, on ne peut pas faire justement ne pas raconter n'importe quoi. Donner les éléments. Ça veut dire pas trop de transparence, c'est ce que vous êtes en train de dire? Non, pas du tout. Moi, je pense que nous, au contraire, on n'a pas du tout les mêmes logiques que les gouvernements, ce qui est normal. Chacun dans son rôle. Nous, notre boulot, c'est d'expliquer, de dire et d'exposer, entre guillemets. Voilà. Après, ou en tout cas de montrer. Quand on peut, Boubacar l'a très très bien expliqué, on veut nous empêcher de plus en plus, ça devient de plus en plus difficile d'aller sur le terrain, voir et exposer, parce qu'en fait, encore une fois, on est dans un monde où finalement, tout se voit très vite. Dès qu'on expose quelque chose, c'est repris par plein de gens, et donc ça peut être utilisé, et donc ça veut dire que ces révélations ne doivent pas nous échapper, qu'il faut être en mesure de pouvoir analyser les comptes. Ça veut dire surtout qu'on doit être sérieux dans les choses que l'on sort. C'est-à-dire qu'il faut qu'on essaie de vérifier au maximum ce qu'on fait pour être inattaquable sur ce que l'on dit. On peut se tromper, on n'est pas infaillible, on est journaliste, on n'a pas tous les moyens, mais au moins il faut que la démarche que l'on fait, quand on démontre quelque chose, quand on dit quelque chose, il faut être à chaque fois capable de dire d'où on est allé le chercher, pourquoi on l'expose, et y compris si on se trompe, de dire on s'est trompé. Voilà. Ça, c'est en tout cas la seule honnêteté que nous, on peut avoir en tant que journaliste si on veut continuer à avoir un tant soit peu de crédibilité dans un moment où justement on est attaqué sur tout ce que l'on peut dire et tout ce que l'on peut faire. Donc il faut accepter la critique, il faut accepter de dire que l'on peut se tromper, mais être aussi toujours capable de faire la démonstration de pourquoi on en est arrivé à telle conclusion. Après, les gens prendront leurs propres décisions, auront leurs propres opinions. On n'est pas là pour leur dire quoi penser, mais on est là pour leur donner des éléments qui leur permettent, et pour ça, il faut pouvoir s'appuyer sur des faits et sur des choses vérifiées. Et bétonner cette information. Boubacar Siddiqui, à Aïdara, vous partagez l'analyse de Didier François, c'est toujours plus difficile.
vous l'expliquez tout à l'heure, d'aller directement à la source. Vous passez plusieurs coups de fil lorsque vous êtes en train de réaliser un reportage. C'est parfois ce qui peut vous contrarier? Oui, effectivement, c'est assez contrariant, notamment le fait qu'on ne puisse pas aller sur le terrain. Alors, dans certains cas, il arrive que certains journalistes arrivent à se rendre dans le centre, dans le nord du pays. Moi-même, il y a 2 ans, j'étais dans le centre, pour faire un entretien avec le chef de la milice d'Anna Ambassavou. Donc, ce n'est pas systématique non plus, mais ce n'est pas sans danger. Comme vous l'avez rappelé, nous faisons un métier qui est risqué actuellement, et même surtout compte tenu de la situation sécuritaire actuellement qui prévaut au Mali, où dans le centre, c'est très compliqué de se mouvoir parce que il y a des engins explosifs improvisés qui sont enfouis sous terre. Vous avez des groupes armés qui stoppent les bus pour faire des recherches, notamment sur les différents occupants, voir qui est qui dans le bus. Et vous avez aussi des attaques qui se font de manière assez fréquente. Donc, c'est assez compliqué. Ce n'est pas sans risque d'aller sur le terrain. Il y a toujours une possibilité de pouvoir le faire, mais aller véritablement dans certaines zones qui sont très éloignées, qui sont très reculées et qui ne voient pas de présence étatique, parce que c'est aussi ça, c'est surtout sur ça aussi qu'il faut pointer le curseur. Là où il n'y a pas de présence étatique, il est très compliqué de pouvoir s'y déplacer et de pouvoir mener à bien son travail. Donc, comme je l'avais dit au début, oui. Et d'ailleurs, sous quelles conditions et dans quelles circonstances vous arrivez à être encadré, escorté, puisque vous l'aviez évoqué tout à l'heure, cette possibilité? Oui, il y a la possibilité, par exemple, nous, à Journal du Mali, on a pu faire des reportages embarqués avec l'opération Barkhane. Il est possible aussi, en fait, c'est vous envoyer une demande où eux-mêmes ils font lorsqu'ils ont envie d'emmener certains médias sur le terrain, donc ils vous envoient une correspondance si vous êtes intéressé, donc vous envoyez la personne que vous souhaitez envoyer. Mais nous aussi, on peut envoyer des correspondances aussi bien à nos forces de défense et de sécurité ici, l'armée malienne, aux forces étrangères pour leur dire, bon, on a envie d'aller faire un reportage sur le terrain, donc si ça peut être un reportage embarqué, et qu'il y ait des membres de ces différentes forces-là qui puissent assurer la sécurité. Alors, comme je le disais au début, ça ne vous donne pas toute une autonomie pour pouvoir vous mouvoir, vous déplacer comme vous le souhaitez, parce qu'eux, ils ont un certain cadre, et ce que je comprends tout à fait, dans lequel ils doivent se mouvoir. Donc, c'est surtout aussi ça un petit peu le contrepoids de cette démarche sécurité-là dans certaines de ces zones du pays. Est-ce que vous vous êtes vous-même déjà senti directement menacé, obligé de vous censurer? On posait tout à l'heure la question à Anderson Michel. Moi, personnellement, non. De ce point de vue-là, je n'ai pas à me plaindre. Je dois dire que j'ai une liberté de ton. Déjà dans le journal, je n'ai pas besoin de me censurer. Et aussi, j'ai les écrits, mes productions, je n'ai pas véritablement besoin de me censurer. Alors là, je dis ça parce que certainement, je suis à Bamako, je suis dans la capitale. Il y a moins de risques, si je puis dire. Je pense que mon discours aurait été peut-être différent si j'étais dans le centre du pays où, déjà, il faut que je le rappelle, on a 2 journalistes du centre du pays qui sont aussi otages. Aujourd'hui, il y en a un qui a été enlevé en 2020, l'autre en 2021. Donc, avec Olivier Dubois, nous avons actuellement 3 journalistes qui sont otages. Donc, je pense que mon discours aurait été certainement différent si j'étais dans le centre du pays ou dans le nord du pays. Mais à Bamako, ici, je n'ai pas directement senti cette menace-là et je n'ai pas besoin de me censurer non plus. Didier François, je reviens effectivement sur le cas d'Olivier Dubois. On parlait tout à l'heure de mobilisation, de continuer à faire du bruit autour du sort de notre confrère. C'est ce qu'il faut absolument continuer de faire, maintenir cette pression pour tenter d'obtenir Alors, on a quand même la chance en France de savoir que les autorités travaillent et qu'elles le feront, pression ou pas pression. Mais en revanche, c'est important aussi pour les familles. C'est important pour que les auditeurs et les gens comprennent qu'est-ce qu'on fait comme métier. Qu'on n'ait pas cette idée que c'est une espèce d'inconscience qui l'aurait poussé. Il a fait son travail. C'est très important de le dire aujourd'hui et de continuer à le répéter. C'est un journaliste qui connaissait la zone, qui connaissait les risques. Après,
encore une fois, les choses peuvent évoluer sur le terrain. Ça va très 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 vite. C'est pas parce que c'est ça le problème dans les zones de conflit, c'est qu'en fait les évolutions de situation peuvent en quelques jours tout peut basculer. Moi, quand je suis arrivé quand je me suis fait enlever, c'était la 6e fois que j'allais en Syrie. Et en plus, il y avait eu des bombardements chimiques sur les populations civiles par Bachar el-Assad. On ne pouvait pas ne pas y aller. Et paf, c'est le moment où il y a eu la scission dans Al-Qaïda qui est apparu, l'État islamique, ils ont enlevé 19 personnes. Donc voilà. Donc bien sûr qu'on n'est jamais à l'abri de ce risque-là. Et la moitié ont été égorgés, pour que les choses soient claires. Voilà. Donc malheureusement, il faut continuer à y aller. Et donc pour ça, c'est important cette mobilisation de rappeler que Olivier a fait son travail. Si Olivier ne faisait pas ce travail, qui allait le faire ? Comment allait-on savoir ce qui se passe ? Boubacar l'a dit, c'est très difficile d'y aller et Boubacar continue à essayer de le faire. Alors il faut faire un peu d'embed, donc un peu d'accompagnement des autorités ou d'autres groupes d'ailleurs, puisque en fait dans les zones de guerre, il y a toujours des structures militaires, qu'elles soient gouvernementales ou pas gouvernementales, qui contrôlent la zone. Personne ne se balade le nez au vent, etc. Donc l'embed est très formalisé quand on est avec des armées organisées, puis, mais elle est aussi réelle quand on est avec des groupes armés. Et le Hezbollah, il y a des accréditations, ils regardent ce qu'on écrit. Enfin, je veux dire, c'est pas pour rigoler. Enfin, c'est pas parce que c'est les organisations para-étatiques sont aussi bien organisées que les armées régulières. Ne rêvons pas. Donc c'est important de rappeler tout ça et de dire tout ça, parce que nous, on a besoin de pouvoir essayer de voir tout le monde, parce que sinon, comment on va justement vérifier nos informations ? Et la deuxième chose, pour revenir aussi, pour continuer sur l'affaire d'Assange, quand je dis qu'on a une responsabilité, l'autre responsabilité que nous avons, c'est la protection de nos sources. C'est de ne pas mettre en danger les gens qu'on voit, les gens qui nous parlent, les gens qui nous disent des choses. On ne va jamais livrer les noms qui mettraient les gens en danger. D'accord ? Or, c'est un vrai problème. Par exemple, si on est en embed avec un certain nombre de groupes, il y a des gens qu'on ne peut pas aller voir. Parce que si on va les voir, on va les désigner, ou ce qu'ils vont parler devant les autorités, ou ils n'oseront pas parler devant les autorités, ou s'ils parlent devant les autorités, ils auront des problèmes après notre départ. Donc il faut faire preuve de discernement à ce moment-là. C'est bien toute la différence, justement, entre le travail d'un journaliste et d'un lanceur d'alerte. C'est très important d'avoir ça en tête aussi. De faire la distinction. Robert Mahoney, est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir du métier, puisque les chiffres sont en constante augmentation, malheureusement, sur le nombre de journalistes assassinés, enlevés. Est-ce que vous êtes inquiet quant à l'avenir de la profession et peut-être qu'elle attire beaucoup moins la jeunesse qu'à une époque, en tout cas. Le métier faisait rêver à l'époque. D'après ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce métier, mais moi, je m'inquiète pour la sécurité des gens qui exercent ce métier. Et ça devient de plus en plus difficile, comme vient de le dire, d'aller sur le terrain, de faire du reportage. Et on voit la qualité, si vous voulez, du reportage. Là, on souffre quand on ne peut pas aller directement aux sources de l'information. Le problème aujourd'hui, c'est la pénalisation du journalisme, si vous voulez dire. C'est-à-dire que les autorités ont des lois maintenant pour combattre le terrorisme au nom de la sécurité nationale qui pénalisent le reportage. Et on a des nombres records de journalistes derrière le barreau partout dans le monde. Et le taux d'enlèvement de journalistes, prise d'otage de journalistes, ça c'est du jamais vu. Alors le problème, c'est un problème de sécurité personnelle et pas un manque d'enthousiasme de la part de jeunes gens pour faire ce métier. Merci beaucoup, Robert Mahoney. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre depuis New York. Merci à vous, Boubacar Siddiqui Aïdara. Vous étiez en direct depuis Bamako. Merci à Didier François également. Et Anderson Michel, merci d'avoir fait vivre ce débat. Merci de votre attention. Restez avec nous sur France 24. Paris Direct se poursuit. C'est Zora Benmiloud qui a le plaisir de vous retrouver.